Bienvenue aux actualités TVCO. Nous sommes de retour après la pause estivale. On est très heureux de vous revoir à nouveau. Et pour vous, cette semaine, tout d'abord, une entrevue avec la députée nouvellement réélue de la circonscription de Beauport-Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans-Charlevoix, Mme Caroline Desbiens. On va également faire le point sur les élections municipales qui vont avoir lieu le 7 novembre prochain. On va faire le point en compagnie donc d'Élisabeth Pailleur. Aussi, on va vous présenter un reportage sur la prochaine activité de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul qui s'intitule « La santé, ça marche ». Cette semaine, le directeur de la protection de la jeunesse de la capitale nationale, M. Patrick Corriveau, faisait le point sur les différentes interventions de la DPJ au cours de la dernière année et Élisabeth Pailleur s'est entretenue avec lui. On va également vous présenter les 3 nouvelles expositions qui ont cours actuellement au Carrefour culturel Paul Médéric. Et pour terminer l'émission, comme on en a pris l'habitude, on va s'entretenir de sport local et du sport des grandes ligues en compagnie de Maxime Jodoin. À tous, je vous souhaite une bonne émission. Accueillons maintenant la députée réélue dans la circonscription de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans-Charlevoix, Mme Caroline Desbiens. Mme Desbiens, bonjour. Bonjour, M. Ouellette. Bonjour à toutes et à tous. Félicitations pour votre élection. Merci, merci. Votre chef, la soirée même des élections, a dit « tout ça pour ça ». Est-ce que vous pensez que cette élection a changé quelque chose? Pas tant, si ce n'est de nous confirmer que le Québec souhaite un gouvernement minoritaire avec un bloc fort. Je pense que c'est la confirmation de ce qui s'est dit en 2019. Ce qui est malheureux dans tout l'exercice, c'est qu'on est 600 millions plus tard en moins et que ces 600 milliards-là, ne serait-ce que pour mon comté, auraient été très appréciés plutôt que de les dépenser dans une élection un peu caprice, je dirais, de M. Trudeau. Pensez-vous que les prises de position du premier ministre François Legault, qui a appuyé assez fortement, en tout cas, ou sans dire les conservateurs ou les bloquistes, mais il n'a certainement pas appuyé M. Trudeau, est-ce que vous pensez que ça peut vous nuire dans le prochain rapport de force au Parlement? Nous nuire? Parce qu'il ne s'est pas fait des amis auprès du Parti libéral, M. Moi, mais on n'est pas des amis non plus du Parti libéral, j'ose croire. Okay. On est des collaborateurs, par contre, mais on est souvent ceux qui amènent les propositions. Donc, on va continuer de le faire, tout simplement. Je pense que M. Legault, au lendemain du débat en anglais, s'est peut-être dit dans sa tête, j'aurais dû attendre après-demain pour dire quelque chose, mais ouais, ça lui appartient. Mais tout ça étant dit, je pense que la position qu'on avait ne peut être que plus forte parce qu'on a acquis 2 autres sièges, en tout cas à venir jusqu'au moment où on se parle, et que ça ne pourra que faire en sorte que le Bloc québécois pourra encore plus défendre les intérêts du Québec et proposer des choses constructives qui permettront au Parti libéral d'adhérer peut-être à nos propositions. Madame Desbiens, les observateurs s'entendent pour dire que le gouvernement du Parti libéral va travailler main dans la main avec le NPD pour avoir sa majorité et puis faire passer ce qu'il veut aux communes. Pensez-vous qu'avec cette élection, le Bloc a perdu son expérience, de sa pertinence? Bien, peut-être pas sa pertinence, parce que cette alliance-là a des limites. On l'a vu dans les 22 derniers mois, que parfois, c'est le Bloc qui a fait passer des lois, entre autres la loi sur C10, la loi sur la radiodiffusion et plein d'autres également. Donc, je pense que l'alliance avec les libéraux n'est pas automatique et n'est pas absolue non plus, bien au contraire. Alors, c'est peut-être dans... Alors, vous croyez que le rôle du Bloc va se poursuivre? À l'occasion, vous allez voter pour, à l'occasion, vous allez voter contre? Je pense qu'on fera peut-être une bonne balance dans l'exercice Parce que vous ne possédez pas comme tel la balance du pouvoir. On ne la possède pas en tant que telle. Pas exclusivement, en tout cas. Pas exclusivement, voilà. Mais on sera l'acteur qui confrontera peut-être les deux éléments, souvent qui sont parfois ensemble, mais nous autres, on l'a constaté plusieurs fois, ils ne sont pas toujours ensemble, sincèrement. Et souvent, nos propositions prennent le dessus sur les idées des 2 partis ensemble. Donc, nous, on amène quelque chose souvent qui bonifie à la fois le Québec et parfois même le reste du Canada. Donc, à ce moment-là, tout le monde y adhère et on s'en va vers ça. C'est un peu notre rôle. Je veux faire un dernier retour sur la campagne. La fameuse question du 3e lien. Cette fameuse question du 3e lien, est-ce que vous avez l'impression que c'est rendu une question référendaire? Tu peux être pour ou contre. Vous avez essayé autant que possible de rester à l'écart. Oui. Pas toujours bien réussi non plus. Non plus, mais en fait... Parlez-moi un peu de ça. Ça a été particulier dans la campagne. Ça a été particulier en 2019 également, parce qu'en 2019, on s'est fait questionner là-dessus. Ouais. On a eu beaucoup de misère à passer notre message, mais en même temps,
Je comprenais, c'était un nouveau projet qui était amené. Qui était moins dans l'actualité. Oui, mais là en ce moment, c'est encore... Le troisième lien a changé de place. Puis il s'est encore invité dans la campagne. Et le malheur de ça, c'est que ça nous coupe vraiment de ce qu'on avait à proposer comme parti, les engagements, les idées qu'on avait. Donc, c'est devenu un thème à tous les jours, pendant plusieurs jours de la campagne. Oui, et à mon avis, ça a été un peu... on a tenté, nous autres, d'essayer de faire le ménage pour passer d'autres choses, je vous dirais. Oui. Mais ça a collé un peu. Ça a collé un peu, mais quoique sur la fin de la campagne, dès le débat en anglais, je pense que ça a complètement tourné l'intérêt des gens. Et c'était quand même un momentum qui a rétabli peut-être les priorités. Ce momentum dont on parle après le débat, est-ce que vous l'avez senti sur le terrain? Avez-vous senti vraiment une différence avant, après, auprès de vos commettants? Absolument, mais je pense que ce qu'on s'évertue, nous autres, à dire au Bloc québécois souvent, que le Québec est une nation, qu'on est parfois considéré négativement par l'ensemble du Canada. On essaie de démontrer ça de toutes sortes de manières, en démontrant au public, entre autres aux gens qui nous écoutent, à quel point les lois, parfois, peuvent être défavorables au Québec. Je pense à l'immigration, je pense à plein d'autres notions. Maintenant, la langue également. Mais là, ce qu'on a constaté pendant le débat en anglais, c'était, au-delà de ça, c'était l'attitude du Canada anglais envers le Québec. Mais nous autres, sincèrement, on le vit régulièrement, mais même si on en témoigne, les gens ne nous croient peut-être pas nécessairement, alors que là, tout le monde l'a eu en même temps, ensemble. Et ça a frappé la conscience des Québécoises et des Québécois. Et ça nous a servi, ça a surtout servi à prendre conscience de quelque chose. On verra dans l'avenir qu'est-ce que ça nous donnera comme piste de solution ou option, peut-être au niveau de l'indépendance du Québec ou de la souveraineté ou de prise de conscience qu'il faut davantage d'autonomie. Là-dessus, on n'a pas beaucoup entendu votre chef parler de souveraineté pendant la dernière campagne. Bien, c'est comme pas l'enjeu. Je pense que, comme en 2019 d'ailleurs... Est-ce que c'est pas le rôle du Bloc que de faire la promotion de la souveraineté? Le rôle du Bloc est de défendre les intérêts du Québec à Ottawa parce que le constat est que les intérêts du Québec ne sont pas défendus autrement que par le Bloc, de façon rigoureuse et condensée et intensive. Maintenant, le Bloc est un parti qui défend l'idée que l'indépendance du Québec est une solution importante pour les Québécoises et les Québécois. Mais à chaque fois qu'on peut, on le démontre. Avez-vous l'impression que vous l'avez assez fait durant la campagne? Ou bien, il y a des calculs qui embarquent, qui disent on va faire attention, on va faire attention à nos caquistes. Moi, j'en ai parlé. On n'en parlera pas trop. Pensez-vous qu'on devrait en parler plus? On va se coller sur ce que le Québec veut. Et le Québec est capable de faire son chemin lui-même, est capable de faire ses réflexions. On est en ce moment en position où on a un gouvernement qui est encore, à mon avis, relativement apprécié de la population. Et c'est un gouvernement qui a pris des positions claires sur... On remet l'indépendance de côté pour 10 ans. On n'a pas dit qu'on mettait l'indépendance de côté à tout jamais. Alors, il faudra voir comment les Québécois géreront ce genre d'option-là. En attendant, nous autres, on est porte-parole du Québec et de ça à mesure que les Québécois chemineront. Donc, en attendant un débat référendaire, qu'est-ce que vous voulez débattre dans les prochains mois à Ottawa concernant les dossiers prioritaires dans la région? Qu'est-ce que vous avez comme priorité? Le dossier prioritaire, là, il y a un grand dossier prioritaire qui chapeaute tous les autres parce qu'on a des problématiques en santé, on a des problématiques avec les aînés, on a des problématiques dans le domaine communautaire, on a des problématiques dans le développement économique. Tout ça est chapeauté par un grand sujet, c'est le manque de main-d'œuvre. On a beau faire tous les plans qu'on veut, développer tout ce qu'on veut, espérer avoir des meilleurs soins de santé si on n'a pas personne pour les faire. Mais là-dessus, qu'est-ce qu'une députée nouvellement réélue peut faire? Bien, en fait, on peut travailler sur 2 plans. Il y a la réforme de l'assurance, 3 plans même. Il y a la réforme de l'assurance-emploi qu'il faut absolument, donc, travailler pour la rétention de la main-d'œuvre. Parce que non seulement il faut attirer de la main-d'œuvre, être attractif, mais il faut aussi s'assurer que les gens qui sont là restent. Donc, et ça, on peut travailler ça sur plusieurs plans. L'immigration, l'intégration des immigrants. On ne peut pas imaginer que des immigrants viennent s'installer dans Charlevoix qui ne possèdent pas de français. Donc ça, pour nous autres, c'est vraiment important. On veut même reprendre les droits des programmes, administration des programmes d'immigration au Québec. Et ça, pour favoriser l'immigration francophone. Voilà, exactement. Et pouvoir choisir les immigrants qui ont
Donc ça, c'est la deuxième façon que vous comptez intervenir là-dessus. Oui, il y a l'assurance-emploi. La réforme de l'assurance-emploi. Et là, les gens nous disent, moi, j'ai senti sur le terrain, ouais, mais là, le trou noir, on avait les pancartes là, à côté de nos pancartes. Oui. Bon, moi, il faut que j'explique une affaire. Parce que le trou noir, les gens qui veulent... La machine fédérale, là, c'est lourd. Oui. Terriblement lourd. Oui. Alors, entamer une réforme d'assurance-emploi quand tu as eu juste 4 mois à la Chambre des communes, après ça, tu es tombé dans un truc qui n'avait jamais existé avant, qui s'appelle la pandémie. Ouais. Alors, la réforme de l'assurance-emploi, on a essayé d'y faire du chemin à travers l'urgence de la pandémie, les comités d'urgence et machin. Mais là, en fait, en principe, on devrait repartir sur des bases relativement normales. On verra. Mais et c'est votre souhait pour la prochaine session? Et oui, et ce qui fera en sorte qu'on sera peut-être plus productif au niveau de la Chambre des communes. Mais c'est des choses qu'on veut débattre. La réforme de l'assurance-emploi, les aînés, la main-d'œuvre. Madame Desbiens, on vous accueille à nouveau pour parler de ces dossiers. Mais en attendant, encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. On se remet au travail rapidement. Et bonne session. Merci d'être venue nous voir. Merci beaucoup. Alors, c'était Caroline Desbiens, notre députée nouvellement réélue dans la circonscription de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Les élections fédérales sont maintenant terminées. Place aux élections municipales avec un scrutin qui va se dérouler le 7 novembre prochain. Et on va faire le tour de la situation en compagnie d'Élisabeth Pailleur que j'accueille sur le plateau. Élisabeth Pailleur, bonjour. Bonjour, Martin. Content de vous retrouver. Moi de même. Alors, pour ce premier bulletin d'actualité de la rentrée, on va donc parler d'abord des élections municipales ensemble. Il y a des endroits où, semble-t-il, on s'en va vers des acclamations, donc des maires qui se représentent et qui n'ont pas d'opposition. Oui, puis avant d'en parler, je veux rappeler qu'il est toujours possible de déposer sa candidature, soit pour le poste de maire ou le poste de conseiller dans les municipalités. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour le faire. Alors, donc, le portrait que vous allez nous donner aujourd'hui, il est temporaire, parce que juste au 1er octobre, des gens peuvent se rajouter, déposer leur candidature. Exactement. Alors, les municipalités où, pour le moment, on parle de réélection par acclamation, on parle ici de Saint-Hilarion avec le maire Patrick Lavoie, les Éboulements avec Pierre Tremblay et Saint-Urbain avec Claudette Simard. Claudette Simard qui a annoncé son retour après avoir souligné qu'elle ne voulait pas se représenter. Exactement. Donc, ça a surpris beaucoup de gens. Oui. Elle est très heureuse là, de revenir finalement en politique. On l'a d'ailleurs rencontrée le 7 septembre dernier. Voici ce qu'elle avait à dire. Vous savez, il y a plus un an que j'annonce que je me retire de la politique municipale, mais là, ce matin, je vous annonce que je reviens. Je veux dire que je vais solliciter un autre mandat au poste de mairesse à la municipalité de Saint-Urbain. Je vous dirais que j'y ai songé assez longtemps, puisque la pandémie, pendant cette année-là, nous fait réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'on souhaite faire pour l'après. Mais en même temps, j'ai encore un intérêt important pour la municipalité. C'est difficile de sortir de la politique, je peux vous l'avouer. Et les dernières semaines m'ont fait réfléchir et ma décision, j'ai rencontré des gens, j'ai consulté des gens, et puis avec mon conjoint, bien sûr, parce que c'est important, qu'il soit d'accord avec la décision, parce que j'ai 34 ans déjà en politique municipale, mais je suis assez en forme, puis encore énormément d'intérêt à servir la population de Saint-Urbain. Il y a plein de choses qui me tiennent à cœur. Au niveau des jeunes, l'éducation, la santé. En éducation, on a fait un beau projet que j'avais initié il y a quelques années pour que nos jeunes sortent de l'école. Vous avez, grâce à vous aussi, avec des capsules vidéo, on a le beau projet, le beau programme Découvre ton village qui va se continuer encore cette année. Ça, pour moi, c'est tout à fait génial. Les développements résidentiels, parce qu'on veut accueillir de jeunes familles. On souhaite que les gens viennent s'installer à Saint-Urbain avec des prix vraiment incroyables au niveau des terrains. Alors, au niveau de la taxe, il y a à mon avis, moi, tout ça me fait grand plaisir. Le développement du vélo de montagne, ça, c'est aussi important. Ce qu'on a fait des nouvelles rues dans le parc industriel, un agrandissement du parc industriel. Et on a, à mon avis, un avenir incroyable dans notre milieu et on a encore un gros potentiel à développer. Mais je suis fière de ma municipalité. Je suis heureuse d'être avec mes gens et d'être avec eux. Et l'élection du 7 novembre prochain, là, peu importe si c'est moi ou quelqu'un d'autre, mais au moins j'aurai démontré aussi mon plaisir de servir la population de Saint-Urbain.
Élisabeth, est-ce qu'à l'intérieur de ces municipalités, il y a des luttes pour les districts, pour les conseillers municipaux? Eh bien, pour la plupart, non. Ce sont tous des nouveaux candidats, sauf à Saint-Urbain, pour le moment. Le district 3 est disputé entre Léonard Bouchard, qui est candidat sortant, contre Jonathan Duval. Je rappelle également qu'il est possible de soumettre sa candidature jusqu'au 1er octobre. Donc, il y a 3 municipalités où, jusqu'à présent, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de lutte pour la mairie, mais ce n'est pas le cas dans toutes les municipalités de la région. Non, exactement. Alors, pour l'île aux Coudres, Petite-Rivière-Saint-François et Baie-Saint-Paul, il y aura élection. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 candidats à la mairie à ce moment-ci qui ont déposé leur bulletin de candidature. Oui, absolument. Puis on va aller voir ensemble l'île aux Coudres pour commencer. Voyons le portrait. Le nombre d'habitants, on parle de 1143 habitants à l'heure actuelle. Les enjeux sont le nouveau quai, la traverse, le tourisme et l'emploi, ainsi que les travaux, entre autres l'enrochement. Pour les candidats, on a le maire sortant, Patrice Desgagnés, qui se représente contre Christian Dufour. Monsieur Christian Dufour, qui est un ancien conseiller municipal et un ancien administrateur pour la traverse. Allons voir Petite-Rivière-Saint-François. Pour Petite-Rivière-Saint-François, on rappelle qu'il y a 814 habitants pour le moment. Enjeu très important, les logements. Le tourisme avec le Massif et le Clumed là, qui va arriver sous peu. Et l'hébergement touristique. Oui, qui a fait l'objet de réglementations spécifiques cette année. Exactement. Pour les candidats, on a 2 nouveaux candidats, soit Serge Bilodeau, qui était sortant du district 2, contre M. Jean-Guy Bouchard. Qui a déjà été maire de Petite-Rivière. Et ancien conseiller, exact. Donc, ça va brasser également à Petite-Rivière, mais c'est surtout à Baie-Saint-Paul, où l'on remarque qu'il va y avoir une chaude lutte. Absolument. Pour commencer, donc, à Baie-Saint-Paul, 7146 habitants. Les enjeux, il y en a plusieurs qu'on a vus d'ailleurs pendant la dernière année. Et il y en a d'autres, hein? C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Oui. Exact. On a trafic et circulation, les logements abordables, la fiscalité municipale, le boisé du quai, la maison René Richard. Et pour les candidats, donc, vous reconnaissez sans doute les noms, ce sont des conseillers municipaux qui étaient là, donc pour M. Luc Goudreau, sortant du district 3, et Michael Pilote, sortant du district 4. Et il n'y a pas seulement qu'à la mairie où ça risque de brasser, parce que à peu près tous les districts à Baie-Saint-Paul sont contestés. Quel est le tableau? Qu'est-ce que ça donne? Exactement. Donc, comme on disait tout à l'heure, donc comme vous pouvez voir, sur les 6 districts, il y en a 5 qui seront contestés. On débute avec le district 1, avec Thérèse Lamy, candidate sortante, qui va se confronter contre Xavier Besson. Xavier Besson, qui est dans la fin vingtaine et qui, lui, veut vraiment développer la culture et le développement durable. OK. District 2, nous avons Michel Fizet, qui sera contre Cassandre Lessard, qui veut vraiment harmoniser les citoyens et le tourisme. Pour le district 3, on a M. Jean-François Ménard, ambulancier et ancien conseiller à Baie-Saint-Paul. Donc, ça peut être très intéressant. Et ça, c'est dans le district où était M. Luc Goudreau. Exactement. OK. Ensuite, on continue avec le district 4, où on a 2 nouveaux candidats. Ça, ici, c'était anciennement le poste de M. Pilote. Exact. Michael Pilote, oui. On a Annie Bouchard, qui travaille au Centre communautaire Pro-Santé, ainsi que Francis Bouchard, qui travaille au CIUS de la capitale nationale comme agent de gestion financière. Et jusqu'à présent, il n'y a personne qui se présente encore contre Gaston Duchesne dans le district 5. Exactement. Donc, pour les intéressés, n'hésitez pas à déposer votre candidature. Oui, on peut poser sa candidature. Exact. Et enfin, dans le district 6... Dans le district 6, nous avons donc le candidat sortant Ghislain Boily contre Philippe Lavoie, qui est entre autres coordonnateur de la microbrasserie Charlevoix. Donc, au total, on voit vraiment que les citoyens sont vraiment appelés à participer. On sent un vent de renouveau également à Baie-Saint-Paul. Alors, c'est une lutte qui sera à suivre dans le courant des prochaines semaines et on sera là avec vous pour faire une couverture complète de ces élections municipales. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à poser votre candidature avant le 1er octobre pour les élections du 7 novembre prochain. Elisabeth Tailleur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du 20 septembre au 3 octobre prochain, la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul propose une activité qui s'intitule « La santé, ça marche » et on a rencontré Maurice Lavoie à ce sujet. Pour moi, l'objectif, c'est d'emmener, d'apporter des gens de tous les âges. Maurice Lavoie se réjouit de la réponse positive obtenue par la Ville et la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Ça a été très bien vu et très bien apprécié parce que ça touchait la santé, puis ça touchait au niveau de la Fondation, c'est la santé des équipements.
ça venait chercher beaucoup de monde. Ça fait qu'au niveau de là, c'était comme réglé. Mais on peut dire que tout l'autre aspect au niveau de la ville, c'est des permissions, des autorisations avec les centres de services, des ententes. C'est un peu plus délicat, mais quand j'ai cogné à la porte à M. le maire en sortant, j'ai été très bien reçu. Puis je te dirais, il m'a donné des conseils, il m'a aidé, il m'a référé M. Martin Bouchard, Émilien Bouchard, tous les employés, M. Robert Bellery, directeur des loisirs. Je n'ai que des bons mots pour la ville de Baie-Saint-Paul, qui en même temps sont partenaires majeurs de l'événement et qui me soutiennent parce que j'ai eu affaire à changer de date. C'était supposé être le 12 juin, mais avec la pandémie, on a reporté ça à la fin de septembre dans le même contexte. Ça fait que tout a été très bien reçu. L'idée de Maurice est magnifique. En fait, on invite les gens à bouger. On invite les gens donc à sortir, à venir marcher pour développer les soins de santé sur le territoire de Charlevoix. Donc, c'est une belle activité, dans le fond, qui a un bel arrimage avec les valeurs de la Fondation. Puis en plus, bien, quand est venu le temps d'identifier là, à quoi allaient servir les fonds amassés par l'activité de Maurice, bien, on s'est penché sur plusieurs options. Là, mais dans le fond, la mission de la Fondation, c'est de développer les soins de santé, les services sociaux aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les soins de santé un petit peu plus loin. L'objectif de l'activité, c'est d'amasser 10 000 $ et d'accueillir des gens de tous âges. Je voulais que tout le monde s'amuse. C'est pas que la piste à 1 km de contour, mais le but principal, hein, que le fait de sortir, l'objectif qui était de atteindre, qu'il soit en marchette, en caisse roulante, peu importe. Le fait que la personne vient ici, s'amuse, on voulait que ça soit plus détente, s'amuser, moins comme une fête. Le fait que, comme dit, j'ai été malade, ça vient de chercher. Puis le fait de voir tout ce monde-là à côté de moi, là, c'est le plus beau cadeau qu'ils ne peuvent pas nous faire. Les gens sont invités à marcher sur la piste cyclable du Centre éducatif Saint-Aubin au moment qui leur convient. Ils peuvent le faire seuls, en famille ou en groupe, tout en respectant les mesures sanitaires. Une inscription en ligne est requise au coût de 20 $. On voulait aussi que ça soit accessible à un coût minime. On ne voulait pas que les enfants payent, puis que c'était des familles. Moi, c'était primordial. Je pense que du côté de la ville, M. le maire me l'avait dit. Il dit 20 $ c'est assez, c'est pas 25. Ça fait on s'était dit, puis au niveau de la Fondation aussi, 20 $ c'est beau. Puis il y a des gens, parce que les gens peuvent donner aussi des dons, il y a des reçus au niveau de la Fondation. Les fonds récoltés serviront à payer un nouvel appareil médical qui sera utilisé à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. On a regardé aussi l'histoire, le vécu de Maurice, les soins qu'il avait reçus là, aussi à l'hôpital. Puis on a décidé d'investir, que le montant amassé allait servir au financement d'un appareil qui s'appelle échographe intermédiaire. Donc, c'est un appareil qui vient dans le fond, nous, on appelle ça le fonds général. C'est vraiment pour des appareils qui vont amener les soins un petit peu plus loin, qui vont servir les membres du service aussi, les membres du personnel à l'hôpital. Mais bref, c'est un appareil, dans le fond, qui sert au bloc opératoire. C'est pour optimiser les pratiques, optimiser les soins. Ça va, entre autres, aider à tout ce qui est soins, anesthésie. Puis ça va permettre, entre autres, de suivre les fonctions cardiaques d'un patient au bloc opératoire quand il y a des situations d'urgence. C'est vraiment une activité là, qui se veut pour développer aussi les saines habitudes de vie. Maurice a toujours des bonnes idées. Avant, on jouait au quilles. Maintenant, on marche pour la santé. Donc voilà. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page web de la Fondation. Les directeurs de la protection de la jeunesse du Québec ont déposé leur rapport annuel. On y apprend qu'il y a eu pas moins de 117 000 signalements à la direction de la protection de la jeunesse du Québec au cours de la dernière année. Et pour faire le point sur comment ça se passe dans notre région, Elisabeth Pailleur a rencontré Patrick Corriveau, le directeur de la protection de la jeunesse pour la capitale nationale. J'accueille Patrick Corriveau, qui est directeur de la protection de la jeunesse au CIUS de la capitale nationale. Monsieur Corriveau, bonjour. Bonjour. C'était le 18e bilan cette semaine. Qu'est-ce qui en ressort pour la région de Charlevoix? En fait, pour la région de Charlevoix, ce qu'on observe, c'est quand même une stabilité là, au niveau des données. Habituellement, c'est une région qui peut fluctuer d'une année à l'autre, mais cette année, là, les données demeurent relativement stables. Les problématiques les plus retenues sont les abus physiques et les problématiques de négligence et de risque sérieux de négligence.
pour les téléspectateurs, là, on parle de 500 signalements l'an passé avec 220 signalements de retenue. Puis en 2020-2021, on parle de 478 signalements pour 195 signalements retenus. Quand on voit ces chiffres-là, c'est quand même alarmant, là. C'est quand même des chiffres élevés. C'est quoi votre opinion là-dessus? En fait, je vous dirais que là où nos préoccupations sont les plus grandes, c'est qu'on observe que de plus en plus d'enfants font l'objet d'une évaluation, d'un signalement, et de plus en plus d'enfants font l'objet d'une prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse. Donc, au-delà des signalements qu'on reçoit, en bout de ligne, en fin d'évaluation, on prend en charge davantage d'enfants. Donc, ça part de l'état de détresse quand même de nos enfants, nos familles, et particulièrement dans un contexte de pandémie. Ce qui est quand même une bonne chose, ce qui est quand même rassurant, parce qu'il s'est passé plusieurs événements là, pendant la pandémie où, comme vous dites, il y avait certains enfants, on avait l'impression qu'ils étaient oubliés parfois. Comment la DPJ fait pour prévenir la négligence puis la maltraitance envers les enfants? C'est une très bonne question. Actuellement, c'est le virage qu'on s'efforce à prendre, c'est-à-dire comment on s'assure d'avoir des programmes où on détecte davantage en amont la situation des enfants les plus vulnérables et comment on est en mesure d'offrir des services davantage en amont, notamment, par exemple, par les services de proximité, ce qu'on appelait anciennement les CLSC. Ce qu'on souhaite et l'objectif à court terme, c'est de faire en sorte que la protection de la jeunesse demeure une intervention d'exception. C'est la protection de la jeunesse, vous savez, c'est les soins critiques. On pourrait comparer aux urgences dans l'univers médical. Donc, actuellement, on essaie, et c'est la volonté du ministre Carman, de rehausser les effectifs au niveau de la première ligne, des programmes comme Agir tôt qui sont à se mettre en branle pour détecter de façon précoce. Et aussi, ce qui est important, c'est de travailler en étroite collaboration avec les milieux scolaires, puisque les enfants sont en grande majorité dans les écoles durant la semaine. Donc, comment on travaille en collaboration avec eux, comment on détecte de façon précoce et comment on offre des services le plus tôt possible pour éviter une intervention de la protection de la jeunesse. D'ailleurs, il y a certaines choses qui ont été faites dans les 2 dernières années pour améliorer un peu le rôle de la DPJ. Entre autres, je pense à la commission Laurent. Est-ce que vous pouvez nous en parler sans rentrer dans les gros détails? Qu'est-ce que cette commission-là apporte finalement à l'heure actuelle? En fait, la commission Laurent, vous comprendrez que c'est un projet de société. Donc, la première étape, la première volonté de notre ministre, Dr Carman, ça a été d'attacher toutes les ficelles au plan du ministère. Donc, ça va être des travaux interministériels avec le ministère de l'Immigration, de la Justice, le ministère de l'Éducation, Santé, Services sociaux. Et actuellement, on sait qu'il y a un plan d'action sur 3 ans à venir où il y aura je vous dirais, des projets pilotes dans chacune des régions qui seront assez costauds et d'envergure. Donc, on attend là la mise en application concrète de ces projets-là incessamment. Et le tout va débuter par un dépôt de projet de loi, normalement là, fin septembre, octobre, pour des modifications importantes à venir à la LPJ. Puis, est-ce que c'est suffisant, par exemple, dans Charlevoix, d'avoir cette espèce de prise de conscience, finalement, que peut-être que ce qu'on avait à la base n'est plus suffisant à l'heure actuelle? Vous posez une question très importante. Vous savez, moi, comme DPJ, mon objectif premier, c'est que tout le monde se sente concerné et sensibilisé par les enfants. Le thème de cette année, c'est nos enfants une priorité. Oui. Il faut que ça se transpose dans toutes les strates de la population. Oui, la protection de la jeunesse a un rôle à jouer. Oui, les services en première ligne ont un rôle à jouer, mais les milieux scolaires, les organismes communautaires et d'abord et avant tout, les gens qui gravitent autour des enfants, un voisin, une voisine, un grand-parent, un oncle, une tante. Quand vous voyez que des enfants sont en souffrance, en vulnérabilité, n'hésitez pas à offrir de l'aide, à intervenir, à proposer du répit, à accompagner vers des services d'aide. C'est collectivement qu'on va arriver ensemble à mieux protéger et soutenir nos enfants et nos familles, qui sont nos parents, nos grands-parents, nos décideurs, nos travailleurs de demain. C'est notre avenir comme société, nos enfants. Donc, il faut en faire une priorité, tout un chacun. Absolument. Puis, en terminant, M. Corriveau, ce serait quoi votre souhait pour le prochain bilan 2021-2022? 2 souhaits. D'abord,
avoir davantage d'intervenants qui viennent soutenir la protection de la jeunesse parce qu'on a des enjeux de main-d'œuvre importants. Okay. Le personnel qu'on au sein de nos équipes de travail est extrêmement dédié, engagé à la cause des enfants. Malheureusement, on souhaiterait qu'il y ait davantage de collègues pour venir les soutenir. Et si on a le personnel suffisant pour faire face à la recrudescence des cas, bien, on sera en mesure de mieux intervenir auprès de nos enfants et de diminuer là, les signalements, ce que je souhaite là, dans les prochains mois, prochaines années. Merci beaucoup, M. Corriveau. C'était Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse du CIUS de la capitale nationale. Merci à vous. Le Carrefour culturel Paul Médéric présente 3 nouvelles expositions et on a été rencontrer les artistes qui présentent leurs œuvres. C'est le retour de l'art à table pour une 3e année au Carrefour Paul Médéric. Et cette année, ben là, on se gâte là, avec une invitation vraiment at large, là, le thème étant l'ouverture. On a encore ouvert là, les invitations, on est à peu près 25 artistes. Présentée par Cinéma, Cuisine et Confidence dans le volet art visuel, cette exposition se veut inspirer des restaurateurs qui ont dû fermer et ouvrir pendant la pandémie. Un thème très rassembleur, selon Pierre Bouchard. Je travaille graphiquement pour sortir une affiche et puis faire un petit texte autour de ça puis essayer de pousser ça un petit peu plus loin. Fait que là, on était dans l'ouverture. Fait que quand on est à la table aussi, donc qui on invite à notre table, à qui on parle, on rencontre les autres peuples par la bouffe aussi. Les œuvres exposées sont tout aussi variées les unes des autres. Les artistes devaient suivre la ligne directrice de la nourriture à table, mais pouvaient s'amuser et user de créativité pour le résultat final. La seconde exposition, présentée au Carrefour Paul Médéric jusqu'au 21 novembre prochain, se nomme « Récits de femmes, récits de vie » de l'atelier Inspire. La propriétaire et artiste Marie-Sophie Bertrand expose les œuvres photographiques de Valérie Di Maurizio. Et donc, j'ai choisi d'utiliser 3 médiums principaux. On a le bijou, qui est l'objet central, si on veut. On a la photo, qui vient nous donner l'ambiance générale, des photos qui sont toujours un peu, comment dire, on ne voit pas de visage clair, donc chacun peut s'identifier à cette photo-là. C'est une ambiance qui nous laisse s'y intégrer. Et finalement, on a des récits audio beaucoup plus intimes qui viennent nous donner la partie finale de chaque objet. Elle s'inspire de différents concepts de récits de femmes pour la création de bijoux. Mon grand thème préféré, c'est ça, c'est la transmission d'histoires et de récits. Donc, j'ai un bijou ici qui s'appelle Transmission et c'est la transmission d'une passion dans la famille. Et ici, il est dépeint par une bague fleurie, tout simplement parce que c'est ma mère qui fait de l'aquarelle et qui aime beaucoup faire des fleurs. Et l'aquarelle, elle le prend de son père qui, lui, peint depuis pas des générations, mais depuis des années et des années. Et donc, c'est la transmission de cette passion-là du pinceau et des couleurs qu'on vient recevoir dans un bijou qui nous raconte tout ça. Donc, l'audio est là pour nous raconter l'histoire. Et dans les photos, on voit plutôt le côté transmission entre la grand-mère qui offre à sa petite fille. L'exposition propose une expérience immersive où la trame sonore ajoute un élément émotif et vient créer une relation intime entre les œuvres et les auditeurs. La dernière exposition présentée au Carrefour cet automne s'intitule « La pierre en mouvement » de l'artiste Jean-Pierre Huot. Ça m'a toujours fasciné de prendre une pierre brute et puis, par mon travail, par les coups de ciseaux, de lui donner du mouvement. Le travail minutieux de l'artiste commence par le choix de la pierre. Puis, au fur et à mesure que la création avance, l'œuvre se précise et prend forme. Jean-Pierre Huot s'inspire de sa vie, de la nature et de certains voyages qu'il a faits pour reproduire des éléments qui ont marqué son esprit. L'artiste donne du mouvement à la pierre. Ce que j'aime, c'est de réaliser une œuvre à partir de la pierre qui a une histoire en arrière. Si on regarde mon portfolio, ce qui accompagne l'œuvre, c'est toujours l'histoire d'où c'est parti, pourquoi j'ai réalisé cette œuvre-là. Il y a une connexion qui se fait entre les deux. J'aime beaucoup écrire. Si je n'étais pas sculpteur, je pense que je serais écrivain. Alors, je combine les deux. Pour découvrir les 3 expositions, rendez-vous sur place ou sur la page web de la Ville.
C'est maintenant le temps de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime Jodoin, bonjour. Bonjour, Martin. Re-bienvenue sur ce plateau pour cette nouvelle saison des actualités. Merci. Grand plaisir de rembarquer avec toute l'équipe pour ce magnifique bulletin de nouvelles. Alors, on va tout de suite y aller dans le sport local avec le championnat canadien senior masculin de golf qui va accueillir près de 150 quelques golfeurs. Ça se tient à quel endroit? Oui, donc justement, comme on le voit ici, ça se passe au magnifique terrain du golf, le Manoir Richelieu. Oui. C'est à la Malbaie. Donc là, on parle de la 59e édition du championnat. C'est commencé depuis mardi cette semaine. Et la bonne nouvelle, c'est que présentement, au moment où on se parle, c'est la finale qu'on dispute de ce grand tournoi qui s'étend pratiquement sur toute la semaine. OK. Il faut le mentionner. Donc, vous l'avez mentionné, 156 golfeurs de 55 ans et plus parce que c'est un championnat senior. Je vais tout de suite le rappeler. Oui, c'est important. Et oui, là, ils vont le participer dans le but de devenir champion canadien senior. Donc ça, évidemment, c'est un titre honorifique que tout le monde veut remporter. Et le champion de ce tournoi-là va avoir un laissez-passer pour le championnat amateur senior du côté des États-Unis cette fois-ci pour 2022. Et ça, c'est le gagnant du tournoi qui va là? Exactement. Donc là, pour savoir comment est-ce qu'on détermine ce fameux gagnant-là, il faut le mentionner. Donc là, c'est très simple. On avait 2 rondes de qualification en début de semaine et le gagnant de ces 2 rondes-là, eh bien, lui, obtenait tout de suite son laissez-passer en vue de ce magnifique championnat qui va se débuter en 2022. Soulignons également qu'il y a une grosse compétition de vélo de montagne pour ceux qui vont nous écouter le vendredi qui se déroule ce week-end. Oui. Pour ceux qui nous prennent plus tard en semaine, bien, ça s'est déroulé la fin de semaine dernière. Au Genévrier, une grosse compétition. Ah, c'est très, très gros. Là, écoutez, on parle de la championnat de la finale de la Coupe Québec de vélo de montagne cross-country olympique. C'est un beau titre. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le livrer. Et en fin de semaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on va décerner des prix dans les catégories élite masculine et féminine. Et également, là, on parle de plusieurs groupes. Le groupe cadet, du junior, de l'élite, mais l'important, autant hommes que femmes. Donc, il n'y a pas un groupe qui est plus favorisé. Là. Donc, vraiment, on y va mix. On attend combien de compétiteurs? Alors, écoutez, on parle de 1000 participants qui sont attendus dans Baie-Saint-Paul. Alors, 24 au 26 septembre, au camping Le Genévrier, organisé par le Club vélo de Charlevoix. Et là, il y a beaucoup de courses. Là. On en a 3 au total. Donc, les Coupes du Québec, les courses cross-country et les courses cross-country olympiques. La différence entre les 2 courses olympiques et du régulier, c'est au niveau de la dénivellation des pentes, les obstacles, les contours. Il y a des pistes qui sont beaucoup plus à pic que d'autres. Oui. Donc, c'est vraiment là que la différence se fait pour ceux qui sont plus aptes à faire ce genre de course-là. Et ça, c'est en train de confirmer Charlevoix comme destination pour le vélo de montagne et le vélo cross-country. On est vraiment en train de se distinguer au Québec là-dessus. Absolument. Et c'est pourquoi ce que Jolène Dupuis, qui est la gestionnaire de l'événement, elle est contente parce que de un, ça monte un peu l'envergure de cet événement-là. Oui. Mais en plus, selon elle, les prix qu'on va tout de suite décerner en fin de semaine, ça vient démontrer à quel point ce sport-là évolue grandement au sein du Canada. Donc là, plus ça avance, plus que ça prend de l'ampleur. Et pour eux, c'est la plus belle nouvelle qu'on peut avoir. Bon, bien, ça bouge dans Charlevoix dans le sport local. Absolument. Donc, soyez prudents parce que ça se peut qu'en fin de semaine, il y a des gens qui rencontrent des vélos sur les pistes là, parce que des fois, ça peut être dangereux. Donc, juste attention à votre conduite pour les autos. C'est important. Bon. Parlons maintenant du sport des grandes ligues. Oui. On entreprend cette semaine la 3e semaine du football de la Ligue nationale. Absolument. Donc là, on a 2 semaines de compléter. Et là, cette année, il y a des équipes qu'on surveillait. Oui. Là, moi, ce que j'ai constaté, c'est que de un, on avait les Patriots qui sont connus comme étant... qui étaient un peu la grosse équipe... Il y a quelques temps, là, on revient avec un nouveau corps arrière en Mac Jones parce que Cam Newton est débarrassé de l'équipe. Tom Brady était sorti l'an dernier. Exactement. Donc, également les Buccaneers, parce que cette année, on essaie de remporter un 2e titre avec Brady au poste de quart. Oui. Important de le mentionner. Les Chiefs, évidemment, avec Patrick Mahomes, une équipe que plusieurs Québécois qui ont perdu cette semaine. Et voilà. Oui. Et les Cowboys, pourquoi? Parce que c'était le retour de Dak Prescott qui, lui, avait subi une blessure importante. On s'en souvient au niveau de la cheville. Et il n'avait pas été là dans la saison dernière. Et voilà. Donc là, cette année, c'est son retour. Donc là, les fiches, là, on peut voir, c'est quand même pas si pire. On se débrouille assez bien. Alors là, dimanche, justement, on pourra avoir des matchs importants, les Bucks face aux Rams. Lundi soir, les Cowboys face aux Eagles, les Chiefs contre les Chargers, les Pats contre les Saints. Donc vraiment, là, il y a des belles luttes à surveiller en début de saison et possiblement jusqu'à la fin. Oui, et là, on approche de la saison d'or pour les amateurs de sport comme vous. Oui. Parce qu'il y a du football, il y a du football dans la Ligue canadienne. Oui. Il y a encore du soccer. On achève la saison de baseball. Oui. On approche des finales de ce côté-là. Absolument.
on va finir avec ça. Et le camp d'entraînement du Canadien est commencé. Oui, je suis content d'en parler, vraiment. Là, oui, c'est un retour sur la glace. Il y a du sport pour tous les goûts, là, absolument, c'est ça la beauté du sport présentement. Et oui, c'est un retour pour la formation montréalaise parce que là, on est dans les camps. Le camp des recrues est terminé. Là, maintenant, on est au camp officiel de l'équipe. Donc là, les joueurs recrues qui ont été invités, on parle de 27, s'entraînent avec les joueurs officiels du club. Donc, on parle des Drouin et etc. Anderson. Donc là, vraiment, on parle de 4 joueurs ciblés qui ont été invités. Caden Goulet, un choix de première ronde. Mathias Norlinder. Il joue à quelle position, lui, M. Goulet? Un défenseur. OK. Oui, en plus de ça, on a attaquant Mathias Norlinder ainsi que Xavier Simoneau qui vient de Montpatelin. Donc, évidemment, je fais un petit peu de pouce. Vous avez un parti pris? J'ai un gars de l'Outaouais? Oui, en fait, c'est un gars de la Petite Nation. Oui, donc Tursault, dans ce coin-là. OK. Donc, il faut le mentionner. Origine de Guy Lafleur. Origine de Guy Lafleur, exactement. Merci beaucoup de cette petite parenthèse. Et Raphaël Harvey Pinard. Donc là, c'est 4 joueurs vraiment qu'on surveille. Mais faites-vous-en pas, c'est pas tout le monde qui va commencer avec le club parce que de un, il n'y a pas beaucoup de place. Autant en défense qu'à l'attaque, ça va être difficile. Donc, tous ces joueurs-là, c'est soit LHJMQ pour ceux qui sont là, parce qu'il y en a qui se battent pour la Coupe Memorial, ou encore avec le Rocket de Laval. Mais s'il y en a qui percent l'alignement, on parle peut-être de 1 ou 2 joueurs maximum, à moins qu'il y ait des blessures. Là. Mais pour l'entrée, peut-être 2 joueurs minimum qui vont s'insérer. Est-ce que ça veut dire que le club n'a pas beaucoup changé depuis la fin des séries éliminatoires? Ça fait à peine 2 mois de ça. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans le club? Bien, il y en a eu. On parlait justement, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. David Savard, on pense également à Mike Hoffman qui s'ajoute avec le club. Il y a beaucoup de Québécois, Cédric Paquette. Par contre, on a perdu Philippe Dano qui est parti à Los Angeles. On a perdu d'autres joueurs également en ligne de route qui ont pas Kotkaniemi avec les Hurricanes. Donc, oui, le visage a changé, mais comme à chaque année, ça change un petit peu. Là, vraiment, c'est de savoir est-ce qu'on va être meilleur en début de saison qu'avec l'édition précédente. Ça, c'est le temps qui va nous le dire. Mais cette année, la particularité qu'on marque chez Montréal, c'est les joueurs québécois. On en a davantage cette année qu'on l'avait dans les années précédentes. Ça, honnêtement, on ne s'en plaindra pas parce que c'est bien. Maintenant, reste à voir si cette équipe-là va répondre de ses actes en début de saison. Maintenant, l'an dernier, à cause de la COVID, il n'y avait pas eu de match préparatoire avant le début de la saison. Absolument. Comment on organise ça cette année? Alors, cette année, on parle de 6 matchs préparatoires qui vont se jouer. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup de ce côté-là. Donc là, ça va être en fin de semaine contre Toronto. Donc, 2 matchs samedi dans la Ville-Reine ainsi que lundi à Montréal. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va gérer le tout. Par contre, la mauvaise nouvelle que moi je perçois, c'est que là, on a un Price, un Byron et un Mike Hoffman qui devraient rater l'entièreté du camp à cause de blessures. Donc, c'est un camp, on s'entend, mais savoir que ces gars-là manquent un camp pour se remettre dedans, là, j'ai hâte de voir comment est-ce que l'équipe va réagir. Est-ce qu'on pense avoir tous nos réguliers pour le début de saison? On pense avoir tous les réguliers. Là, on dit absent du camp. Présentement, ce qu'on entend, c'est que tout le monde devrait être à son poste en début de saison. Il y en a que c'est pour des raisons personnelles, certains des blessures. Donc, d'ici le début de la saison, qui est officiellement le 12 octobre, pour Montréal, sans me tromper, c'est le 13, donc une journée suivant. Logiquement, on devrait, avoir en effet tout le monde présent au camp. Et là, ça va être de voir s'il y a des joueurs recrues qui vont assez bien jouer pour percer l'alignement. Bien, Maxime Jaudoin, je vous remercie. Puis je vais vous souhaiter du bon sport dans les prochaines semaines parce que septembre, octobre, tous les sports sont présents. Sont là. Il y a du hockey, du baseball, du football, du soccer encore également. Oui, on se couche tard, on n'en manque pas. Bien, je vous souhaite beaucoup de bons sports dans la prochaine semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci, Martin. Alors, merci, Maxime Jaudoin. Alors, c'est tout pour les actualités TVCO cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.